Cristiano Ronaldo est un fraudeur fiscal. Il le dit lui-même. 22 janvier 2019, à Madrid, un van noir se gare devant l'audience provinciale. En descend un homme, lunettes de soleil, veste noire, basket blanche. Il sourit, il s'arrête signer un autographe, puis il monte les marches du tribunal comme on monte sur un podium. 45 minutes plus tard, il ressort. Toujours souriant, il vient de plaider coupable de fraude fiscale, d'accepter une amende de 18,8 millions d'euros et une peine de 23 mois de prison qu'il ne fera jamais. Cet homme, c'est Cristiano Ronaldo. 5 ballons d'or au moins, l'un des sportifs les mieux payés de la planète, et ce jour-là, le contribuable le plus détendu d'Espagne. La question c'est comment le meilleur buteur du monde s'est-il retrouvé à signer un chèque de presque 19 millions d'euros pour des impôts impayés? La réponse tient en quelques mots, ses droits à l'image. Bienvenue dans l'affaire Cristiano Ronaldo. Générique. Pour comprendre l'affaire Ronaldo, il faut comprendre une chose. Un footballeur de ce niveau, c'est pas seulement un athlète, c'est une marque, un logo qui court. Et une marque, ça génère deux types de revenus très différents. D'un côté, le salaire, l'argent que vous verse votre club pour taper dans un ballon. C'est simple, visible pour le fisc, et c'est l'équivalent d'une fiche de paie, impossible de le cacher. De l'autre, des droits à l'image, l'argent que vous rapporte votre visage, votre nom, votre silhouette, les pubs, les parfums, les panneaux publicitaires, les jeux vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile, beaucoup plus optimisable. Aujourd'hui, on va voir comment Ronaldo a fait voyager ses droits à l'image autour du monde, pourquoi le fisc espagnol a fini par dire stop, et comment toute l'affaire a éclaté grâce à un hacker portugais, Rui Pinto, et ce que ça nous apprend sur la fiscalité du sport. J'en reviens vraiment pas qu'on me fasse parler de sport. Drôle de chaîne. Imaginez, vous êtes un footballeur ultra célèbre, fiscalement résident en Espagne. Sur le papier, tous vos revenus mondiaux doivent être déclarés là où vous habitez. Salaire et publicité. Logique, vous vivez en Espagne, vous y avez le centre de vos intérêts économiques, vous payez en Espagne. C'est une application du droit espagnol qui semble, sur ce point en tout cas, appliquer la même logique que la France. Sauf que vos droits à l'image, vous n'êtes pas obligé de les encaisser vous-même. Vous pouvez les céder à une société. C'est cette société qui signe les contrats avec les sponsors, qui encaisse l'argent des pubs et qui les déclare là où elle est domiciliée. Et c'est là que le jeu commence. Parce que si la société est en Espagne, elle est imposée à 25%, encore une fois comme en France. Mais si la société est dans un territoire où l'impôt sur les sociétés est ridicule, voire inexistant, l'argent dort tranquillement, loin du fisc espagnol. Le contribuable, lui, garde une déclaration de revenus toute légère. Le procédé n'a rien d'illégal en soi. Une société de gestion d'image, ça existe, c'est courant, et c'est parfaitement valable quand l'activité est réelle. Le problème, comme toujours en fiscalité, c'est pas l'outil, c'est ce qu'on en fait. Petit détour historique, l'Espagne a mis en place en 2005 une loi nommée la loi Beckham, du nom du célèbre joueur anglais qui avait été l'un des premiers grands bénéficiaires de cette loi. Le mécanisme est assez simple, les personnes qui en bénéficient, à savoir les gens qui n'ont pas vécu en Espagne les 5 ou 10 dernières années, se voient imposer uniquement sur leurs revenus espagnols, et non pas sur l'intégralité de leurs revenus. C'est une exception à la mondialité de l'impôt sur le revenu espagnol qui, comme le français, touche normalement l'intégralité des revenus, quelle que soit leur origine. Le mécanisme va plus loin puisqu'il crée une flat tax, une imposition fixe, à 24% pour ces revenus, au lieu d'un mécanisme de barème qui peut monter jusqu'à 45% sur la tranche la plus haute. Je vous mets en fiche la vidéo sur l'impôt sur le revenu qui parle de ce mécanisme de barème. Pour Ronaldo, ça voulait dire que 20% de ses revenus étaient imposés à 25% et le reste pas du tout, donc 5% d'imposition effective. Pas mal, non? C'est espagnol. Voilà comment, selon les documents qui ont fuité et l'accusation espagnole, le circuit était organisé. Tout commence en 2008 avec un homme, Jorge Mendes, agent du joueur et de bien d'autres stars du football, comme José Mourinho. Outre les questions footballistiques, ce dernier semble avoir une appétence pour la fiscalité, et peut-on vraiment lui reprocher? Cette année-là, il chantait pour la première fois, certes, mais surtout il transfère les droits à l'image de Ronaldo à une société écran immatriculée aux îles Vierges britanniques, Tolin. Ce charmant pays se trouve être sur la liste grise de l'Union Européenne. En clair, c'est un État ou territoire non coopératif, un paradis fiscal, mais qui commence à collaborer avec les autres États. Aux îles Vierges britanniques, le soleil brille près de 3000 heures par an, mais surtout, l'impôt sur les bénéfices des sociétés est à 0%. Une aubaine pour qui aime le soleil. L'objectif est assez simple, les bénéfices enregistrés aux îles Vierges britanniques ne le sont pas en Espagne, et donc pas d'imposition en Espagne. Pour rajouter une couche de complexité et ne pas effrayer les partenaires, l'exploitation des droits à l'image est confiée à deux sociétés du groupe de Jorge Mendes en Irlande, où il y a moins de soleil et plus d'impôts sur les sociétés. On retrouve quand même souvent les mêmes destinations. Pour s'y retrouver, les activités liées à l'image de Ronaldo sont facturées par une société irlandaise qui prend 6%,
reverse 20% à l'autre société irlandaise et renvoie le reste à Tolin, aux îles Vierges britanniques, qui met ça sur des comptes en Suisse. Dans l'histoire, le fisc espagnol passe à côté de 75 millions d'euros jusqu'en 2014. À ce moment-là, il commence à fouiller chez les footballeurs, et notamment José Mourinho, client de Mendes, l'architecte de notre histoire. En clair, ça commence à sentir le vestiaire, et il faut agir. Sauf que c'est pas tout à fait le moment de régulariser, puisque la loi Beckham, dont mon double en noir et blanc vous a parlé plus tôt, s'arrête pour les athlètes de haut niveau. Selon Mediapart, source principale pour cette vidéo, on passerait de 2,7 millions d'euros sur 5 ans à 30 millions. C'est pas le même score. Pour s'en sortir, Mendes vend les droits de Ronaldo à des amis à lui, mais surtout à 2 nouvelles sociétés, elles aussi domiciliées aux îles Vierges britanniques. L'une, Arnell pour l'Espagne, l'autre, Adifort pour le reste du monde. Les contrats sont bouclés en urgence, en décembre, signés au Maroc pendant que Ronaldo y disputait la Coupe du Monde des clubs. Le résultat, lui, est limpide. Une cascade de sociétés écrans, de juridictions à basse imposition, et au bout du tuyau, un fisc espagnol qui voit passer beaucoup moins d'argent que ce qu'il devrait. Au final, Ronaldo déclare en 2014 des revenus perçus depuis 2009. Or, il aurait dû déclarer chaque année. Tout un embroglio d'hésitation de ces fiscalistes. Vous trouverez davantage de détails dans les articles de Mediapart en description via le lien Zotero. L'accusation reprochait à Ronaldo d'avoir essayé de verrouiller fiscalement plusieurs années de revenus d'un seul coup, avant la fin du régime favorable. Voilà le système de Ronaldo tel qu'il aurait pu durer pendant des siècles. Mais comme toujours, l'arbitre siffle la fin de la rencontre, et moi faut que je me calme avec mes métaphores sportives. Le 2 décembre 2016, le magazine allemand Der Spiegel publie les premiers articles d'une série qui va secouer le football mondial, les Football Leaks. Au menu, près de 18,6 millions de documents, contrats, emails, factures, révélant comment des stars et des clubs faisaient voyager leur argent loin des impôts. Comme pour les Panama Papers, Der Spiegel n'a pas travaillé seul. Il a partagé les données avec un consortium de journalistes européens, l'EIC. Et ça a donc été publié dans toute l'Europe. Derrière la fuite, un homme. Pendant longtemps, il signe d'un pseudonyme, John. On finira par l'identifier, Rui Pinto, jeune portugais hacker autodidacte. Il se présente comme un lanceur d'alerte, pas comme un criminel. Et c'est là qu'intervient l'ironie la plus cruelle de cette histoire. Le 16 janvier 2019, Rui Pinto est arrêté à Budapest, à la demande de la justice portugaise. 6 jours plus tard, le 22 janvier, Ronaldo se présente tout souriant au tribunal de Madrid pour signer son arrangement. Autrement dit, la même semaine, celui qui a révélé le système se trouve menottes au poignet. Celui qui en a profité repart en signant des autographes. La fiscalité internationale a un sens de l'humour assez particulier. Précision essentielle parce qu'on mélange tout le temps, et j'aurai jamais de cesse de le rappeler. L'optimisation fiscale utilise des règles pour payer moins d'impôts. C'est légal. L'évasion fiscale, cacher des revenus qu'on aurait dû déclarer, ça peut être légal ou illégal. Entre les deux, il y a une frontière floue qui se joue souvent sur un détail. L'activité de la société est-elle réelle? Ou est-ce qu'une boîte aux lettres conçue pour rendre l'argent invisible? Pour le fisc espagnol, dans le cas de Ronaldo, la réponse penchait clairement du mauvais côté. À l'été 2017, un procureur de Madrid passe à l'offensive. Il accuse Ronaldo de fraude fiscale pour un total de 14,7 millions d'euros sur la période 2011-2014. Le reproche, avoir utilisé ses sociétés à l'étranger pour dissimuler les revenus tirés de ses droits à l'image. Les chiffres avancés par l'accusation font mal. Selon le parquet, le joueur n'aurait déclaré qu'environ 11,5 millions d'euros de revenus liés à l'Espagne entre 2011 et 2014, alors que ses gains réels approchaient les 43 millions. Il aurait, volontairement, omis de déclarer 28,4 millions d'euros liés à la vente de ses droits à l'image pour 2015-2020. Précision qui compte, l'affaire ne portait pas sur son salaire de joueur au Real, parfaitement déclaré, mais bien sur la galaxie de l'image. La défense de Ronaldo, elle, tient en une formule presque poétique. Tout ça ne serait qu'une interprétation différente des revenus qu'il était tenu de déclarer en Espagne. Pas de fraude, juste un malentendu fiscal à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça arrive à tout le monde. Sauf que le fisc espagnol n'a pas spécialement rigolé. Plutôt que de risquer un procès, finalement, Ronaldo a fini par négocier, et le 22 janvier 2019, il signe. Il plaide coupable, accepte une amende de 18,8 millions d'euros, et écope une peine de prison de 23 mois. 23 mois qu'il ne fera jamais, parce qu'en Espagne, une peine inférieure à 2 ans pour un primo-délinquant non violent n'est en pratique pas exécutée. Il repart libre, et souriant donc. Il y a certaines choses que personne t'explique vraiment. Tout d'abord, Ronaldo est loin d'être un cas isolé. À la même époque, l'Espagne déroule une série de procès retentissants. Lionel Messi, son grand rival, a été condamné dès 2016 pour avoir fraudé un peu plus de 4 millions d'euros entre 2007 et 2009, lui aussi via des sociétés à l'étranger. Peine de prison transformée en amende. Alonso, pas le pilote de Formule 1, le footballeur, ancien coéquipier de Ronaldo, est passé devant le même tribunal le même jour que lui, mais il a été acquitté définitivement.
Les juges ont considéré que les structures qu'il a utilisées n'étaient pas artificielles, au sens soutenu par le parquet. Preuve qu'en matière de droit à l'image, tout se joue souvent sur quelques détails. On ne parle pas de brebis galeuses isolées, on parle d'un schéma installé, partagé, presque industriel. Deuxièmement, pourquoi tout le monde tape sur les footballeurs en Espagne? Parce que c'est là que se concentrent les plus gros salaires d'Europe, et parce qu'après la modification du régime de la loi Beckham en 2010, le fisc espagnol s'est mis à regarder de très près d'où venait l'argent des stars. Quand des dizaines de millions transitent par des sociétés sans bureau ni salariés dans une île des Caraïbes, ça finit par attirer l'attention. Troisième truc, le plus important, ce qui sauve Ronaldo de la prison, c'est pas son talent, c'est le droit pénal espagnol. Une peine inférieure à 2 ans pour un primo-délinquant n'est pas exécutée, je le disais. La sanction est financière, pas privative de liberté. Pour quelqu'un qui gagne des dizaines de millions d'euros par an, une amende, même de 19 millions, c'est pas une punition, c'est une ligne de plus sur le relevé bancaire. Et c'est tout le paradoxe, plus on est riche, moins la sanction fiscale et financière fait mal. Quatrième point, malgré tout ça, le système des droits à l'image n'a pas disparu. Il a été mieux encadré, plus surveillé, mais les revenus d'image restent par nature mobiles, plus difficiles à rattacher à un seul pays. La star, elle, peut déménager. Ronaldo a d'ailleurs quitté l'Espagne pour l'Italie quelques mois avant de signer son arrangement. Le talent voyage, l'argent aussi. Et Rui Pinto dans tout ça, lui, l'histoire ne l'a pas franchement récompensé. En 2023, un tribunal de Lisbonne le condamne à 4 ans de prison avec sursis, reconnu coupable de plusieurs délits, dont du piratage informatique et une tentative d'extorsion sur un fonds d'investissement. En 2025 s'ouvre un second procès pour traiter le cas des 241 délits informatiques. Sauf que le droit prévoit un principe de non bis in idem. En gros, on ne peut pas juger plusieurs fois pour les mêmes faits. En avril 2026, les juges rendent leur décision. Les accusations du second procès sont frappées de nullité parce que contraires à la constitution portugaise et à la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire Ronaldo, au fond, c'est pas l'histoire d'un escroc en cavale, c'est l'histoire de ce qui sépare deux fiscalités, celle du salarié, prélevé à la source, automatiquement, impossible à esquiver, et celle de la grande fortune mobile, dont les revenus les plus juteux, l'image, la marque, le nom, peuvent voyager d'île en île jusqu'à devenir presque insaisissables. Pour résumer, un footballeur ne gagne pas seulement un salaire, il gagne des droits à l'image, et ces droits sont beaucoup plus faciles à délocaliser. Ronaldo a fait transiter les siens par des sociétés aux îles Vierges britanniques, et en Irlande. Le fisc espagnol lui a réclamé 14,7 millions d'euros pour 2011-2014. L'affaire a éclaté grâce à un hacker portugais, Rui Pinto, et au Football Leaks. Et en 2019, Ronaldo a soldé tout ça par une amende de 18,8 millions et une peine de prison qu'il ne fera jamais. Moralité, en fiscalité internationale, le plus dur n'est pas de gagner de l'argent. Car dans cette histoire, le problème n'était pas de savoir combien Cristiano Ronaldo gagnait, tout le monde le savait. Le problème c'est de savoir où, juridiquement, cet argent avait été gagné. En fiscalité internationale, c'est souvent là que se jouent les matchs les plus importants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.